Alléluia. Amen. Et nous devons considérer que chaque fois que nous avons l'occasion de pouvoir nous présenter devant les seigneurs, c'est vraiment une opportunité que Dieu nous donne. Car qui sommes-nous pour pouvoir parler à un si grand Dieu qui a créé toutes choses? Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Je vais demander à Maman Josiane de pouvoir inviter les couples pastoraux. Alors, shalom, shalom d'abord au couple. Shalom, je vous sens vraiment timide. Vous êtes pourtant à côté de... Hein? Non, non, ils vont se mettre debout. Hein? Ils vont marcher un peu. Vraiment. Levons-nous, s'il vous plaît. Ça fait plaisir, n'est-ce pas, d'être à côté de Vous avez de des sa masques moitié. circulés, hein, juste le coude là. Amen, amen. Est-ce qu'on peut regagner nos places et regarder son conjoint et lui dire, tu es belle, tu es beau. Tu es belle, tu es beau, mon chéri. Alors, c'est vraiment un plaisir d'être là ce soir dans ce programme de talk show. Ce soir, il est question des couples. N'est-ce pas que quand vous êtes ouvrier, vous allez vous prestez, vous n'êtes pas souvent à côté de votre moitié, n'est-ce pas? Et ce soir, c'est vraiment entre nous. Ça ne fait pas plaisir, ça? Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur parce qu'il est bon. Il est bon, il nous donne ces moments où nous pouvons nous retrouver ensemble et célébrer son nom en couple. Alors ce soir, nous allons inviter une personne spéciale. Celle que notre papa a l'habitude d'appeler. Amen, vous savez. Nous allons inviter maman Yvette Kassenda de se lever et de nous rejoindre sur notre plateau du talk show. Oui, avec vos affaires. Applaudissons pour le Seigneur. Bénissons le Seigneur pour cette femme qu'il a mis au travers de notre chemin. Alléluia, maman Kali, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes une bénédiction pour nous. Vous êtes un exemple et nous bénissons le Seigneur de vous avoir comme maman. Alléluia, nous allons inviter le pasteur, notre papa. C'est lui que nous aimons de tout notre cœur. C'est lui qui nous bénit tous les dimanches, qui nous fait tellement du bien. Une référence pour les hommes de cette église. Nous allons acclamer le Seigneur pour sa gloire, pour ce qu'il fait dans sa vie. Amen, bien-aimés. Nous allons prendre les grandes lignes de ce que le pasteur nous a partagé la fois passée. Nous allons commencer par Ésaïe 43, 18 à 19, où la parole de Dieu nous dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts et des fleuves dans la solitude. » Le pasteur nous a exhortés, il a dit que Dieu donne vie, Dieu guérit ce qui est malade. Quand les gens pensent enterrement, notre Dieu pense résurrection. Amen. Notre Dieu nous veut ensemble. Papa, maman, notre Dieu nous veut ensemble. Il veut que nous vivions ensemble sur cette terre. Alors, l'homme a tendance à dicter son avenir à partir du passé et en se faisant menotter par le passé. Alors qu'avec Dieu, aujourd'hui, nous pouvons faire un bon choix. Nous pouvons prendre une bonne décision. Il est possible de tout refaire. Nous sommes aujourd'hui en train de parler du nouveau départ dans notre couple. Et le pasteur nous a exhortés. Il a dit que dans le mariage, nous venons nous soutenir. Parce qu'au départ, nous sommes seuls, déséquilibrés, sans soutien. Et nous avons besoin d'un contrepoids. Alors quand on se marie, on rêve du bonheur. Mais il est vrai que le malheur nous trouve parfois sur le chemin. Alors s'éloigner de l'autre n'est pas une solution parce qu'on finit par le regretter. Le divorce n'est pas une solution. Le pasteur a martelé dessus. On a sélectionné un certain nombre de questions. On en a entre 15 ou 20 comme ça. Alors on va passer à cette partie-là. On va commencer d'abord avec les questions qui sont écrites. Après quoi, nous pourrions revenir à la salle pour demander s'il y aura des questions à poser séance tenante. Maman Josiane, on peut s'installer, Papa Pelé? Ah oui, il faut s'asseoir. Oui. D'accord. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue, cher couple pastoral, sur notre plateau du talk show. Et bien aimés, soyez à l'aise, préparez déjà vos questions si vous en avez en rapport avec la réunion de la fois passée, si vous en avez noté, si vous avez le courage, vous allez parler. Donc, on va y aller. Ok. Maman Josiane, les coussins, je fais quoi? Je les mets où? Tu peux mettre par terre, Papa Pelé. On apprend tous les jours.
Voilà. Alors, nous allons commencer avec la première question. Vous allez lire la première question et le pasteur va répondre. Et vous savez que le pasteur n'est pas seul, vous avez vu, maman est là. Donc, ce sera le couple Kassenda qui va répondre à nos questions. Donc, allons-y, maman. Alors, la première question est ainsi libellée. Comment faut-il prendre un bon départ dans un couple? C'est vraiment la base. Comment prendre un nouveau départ, pasteur? Gloire au Seigneur. Merci pour d'abord cette réunion même. Merci au Seigneur pour le fait de nous réunir cet après-midi et ce soir. Pour moi, c'est vraiment une très grande joie et je suis très reconnaissant à l'égard de notre Dieu qui peut attirer tous ces couples. Déjà là, toutes les autres réunions passées, particulièrement la réunion de la semaine de l'année passée, du mois passé, et celle-ci qui fait suite à celle-là. Et aussi, on se disait, mon épouse et moi-même, enfin j'ai dit à mon épouse, la première, si je devrais prendre la parole en premier, c'était pour faire remarquer ce que j'ai vu, les décors. C'est beau, ça change, au fait, ça nous fait comprendre que nous sommes dans une rencontre toute différente, une rencontre toute particulière. Combien j'aurais voulu que chaque fois que nous sommes en réunion, qu'il y ait une touche particulière qui démontre que ce n'est pas vraiment les cultes, mais c'est vraiment la rencontre des vrais responsables. Et il y a de quoi vraiment bénir le Seigneur. Est-ce qu'on peut encore une fois Amen. honorer le Seigneur pour cela? Que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. La question qui est posée, comment faut-il prendre le bon départ dans un couple? Je pense que tout doit partir du constat. Donc il est important, après avoir marché, on a fait un temps ensemble, savoir s'asseoir pour faire le bilan. Surtout quand on sent que ça ne marche pas. L'homme et la femme, se disant que nous ne sommes pas des ennemis. La femme n'est pas l'ennemi de son mari. Le mari n'est pas l'ennemi de sa femme. Mais nous sentons que nous ne vivons pas le bonheur que nous devrions vivre. Ne faudra-t-il pas d'abord s'asseoir et donc froidement traiter les choses, se dire qu'est-ce qui ne va pas? Parce que c'est là qu'il faut commencer. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi chez nous ça ne marche pas? Pourquoi nous ne nous entendons? Pourquoi tout le temps des crises? Pourquoi? Et ce n'est pas possible que nous puissions remédier à cela. Je crois que c'est là, le début doit commencer là. Et donc, créer un temps pour dialoguer, pour parler d'abord de ce qui ne va pas. Et je donnerai la parole tout de suite à mon épouse, mais j'aimerais d'abord dire ceci. Chaque crise qui surgit et que nous ne traitons pas, et par moment même, quand on a passé des jours, et puis sans avoir traité la crise, les choses semblent revenir à la normale. Attention, il y a un danger. C'est-à-dire que c'est une crise qui n'est pas traitée. Et à la prochaine crise, facilement on va se souvenir de la crise précédente. Comme pour dire qu'elle était entière. Elle était là. Et chaque crise est comme, au fait, on est en train de construire un mur. Malheureusement, ce n'est pas un mur qui est en dehors du couple, mais c'est un mur au milieu du couple. C'est-à-dire que c'est le mur, on commence à placer la brique, mais entre l'homme et la femme. Chaque crise est une brique. Chaque crise deviendra une ligne de construction de murs. Et puis on va monter. Et puis on va monter. Un jour, le mur va arriver
donc au niveau de rein, de la poitrine, et ça va dépasser la taille de l'homme et la femme, et jusqu'à ce que c'est comme des gens qui ne se voient plus. Donc il faut avoir le courage de savoir s'asseoir et traiter si crise il y a, mais aussi il faut toujours savoir quand faudra-t-il parler. Généralement, ce n'est pas quand il y a la crise, quand on se tire dessus, qu'il faut traiter de l'affaire. Il faut peut-être laisser le temps passer. Si la crise était le matin, on laisse la journée passer, et peut-être le soir, quand on est un peu détendu, on peut traiter de la crise. Il faut avoir le courage de parler. Le mariage se construit autour du dialogue. Là où on ne parle pas, là où on ne s'exprime pas, quand quelqu'un ne parle pas, on ne sait pas ce qu'il dit. Et donc la Deuxième République, le président que nous avions, on m'a raconté l'histoire, je n'ai pas vérifié la véracité, on lui parlait enfin c'était autour de l'homme qu'on appelait le Sphinx, de Limété. Alors, elle dit, quelque chose s'est passé et l'homme de Limété ne parlait pas. Alors finalement, le président a dit, allez voir ces messieurs-là. Quand ils ne parlent pas, il est encore très dangereux. Donc, comme pour dire que quand on ne parle pas, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de l'homme. L'homme et la femme, quand on s'engage dans les mariages, nous sommes faits maintenant pour parler. Pas pour se taire, nous sommes faits pour parler. Et donc, le début, comment faut-il prendre donc le bon départ dans un couple? Il faut commencer par parler et faire l'état des lieux. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que si vous ne faites pas l'état des lieux, vous ne saurez pas traiter ce qu'il y a comme problème. Il faut connaître notre problème, l'identifier. Notre problème, c'est celui-ci. Alors, quand le problème est établi, maintenant, avoir le courage de parler autour du problème. Je pourrais continuer, mais je ne sais pas si ma moitié a un mot à dire à ce niveau ici. Oui, j'ai quelque chose à dire. Bonjour tout le monde, bonsoir. Bonsoir, maman. J'espère que vous allez bien. J'ai l'impression qu'on est un peu crispé. Est-ce qu'on peut un peu se relâcher, comme on dit? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser de cris de joie? Amen. Bon, des cris de joie sans masque. Voilà, je vais répondre à la première question. Au fait, ajouter à ce qu'a dit mon mari. Quand on veut vivre un nouveau départ dans son ménage, dans son foyer, dans son couple, je crois que, comme l'a dit mon mari, il faut d'abord qu'il y ait ce constat-là. Qu'on constate que vraiment ça ne va pas, que les choses n'évoluent plus, qu'il y a un couac dans notre couple. On a l'impression qu'on est en train de tourner en rond. On a l'impression que depuis qu'on s'est marié, les choses n'évoluent pas comme ça devait évoluer. C'est très important de constater cela. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que moi je pourrais dire, c'est aussi, pas seulement constater, mais prendre la décision de vouloir changer. Parce que si tu ne prends pas cette décision, si le couple ne prend pas la décision de changer, on peut constater et rester là et ne pas vivre un changement. Je constate, ou nous constatons, comme l'a dit mon mari, nous nous mettons ensemble, nous essayons de voir où est-ce que ça ne va pas, qu'est-ce qui ne marche pas, et ensemble nous prenons la décision de vivre autre chose. Vous savez, tout part aussi de là, de la tête. Tu penses à quoi? Tu veux quoi? Tu désires quoi? Constater seulement, ça ne suffit pas. Il faut un deuxième pas, vouloir le changement. Le vouloir aussi ne s'arrête pas. Il faut poser des actes qui montrent que je veux un changement. Si je ne pose pas des actes qui montrent que je veux un changement,
on va encore faire, on risque de revenir à la case de départ. Alléluia. Donc, constater, en parler et poser des actes. Vous savez, quand il y a déjà ce désir-là, quand il y a déjà cet élan-là, quand on pose déjà le premier pas vers le changement, oui, Dieu ne peut que vous accompagner. Et moi, je crois que c'est tout ça qui fera qu'il y aura un nouveau départ dans votre couple ou dans notre couple. Je vais juste ajouter, j'ai beaucoup aimé ce que Makaline a dit. C'est le désir de changer, le vouloir changer. Quand il y a un têtu dans les couples qui se dit « moi je ne change pas, tu dois faire avec moi, tu vas faire avec moi comme ça. Si tu ne veux pas, en tout cas moi je m'en fous. » Non, si c'est cela l'attitude, tu n'étais pas fait pour le mariage. La Bible dit « deux valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre qui est resté debout les relève. » Et pour relever quelqu'un, il faut aimer cette personne qui tombe. Et il faut aussi vouloir relever la personne qui tombe. C'est le vouloir de celui qui est debout. Mais celui ou celle qui est tombé doit vouloir aussi, doit désirer se relever également. Pas dire que non, moi je suis déjà tombé, c'est fini, laisse-moi comme ça, je suis tombé. Donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment, il doit y avoir une complicité, donc un travail d'ensemble pour qu'il y ait un nouveau ou un bon nouveau départ. Je veux rebondir sur ce que vous avez dit, sur ce que maman Yvette a souligné, en allant directement sur la question 10, Papa Pélé, pour demander, poser cette question directement à maman Yvette. Cette question qui dit, nous savons que tous les mariages, que le mariage est une affaire de deux personnes. Alors, que faire quand l'autre conjoint n'est pas son contrepoids? Autrement dit, quand un conjoint n'est pas soutenu selon ses attentes et que les efforts de construction, de travail sur le couple n'est fait que d'un côté, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Quand c'est par exemple la femme ou l'homme qui fait des efforts pour que le couple marche, mais l'autre conjoint, il s'en fout presque. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vrai que c'est pas facile, c'est pas aisé. Il est toujours mieux que les deux, s'efforcent à faire des efforts pour que leur couple rayonne, pour que le couple prenne un nouveau élan, pour que le couple vive de nouvelles choses. Mais j'aime ce que la Bible dit dans Éphésiens, le chapitre 5, du 25e verset, je crois, on ira jusqu'au 29e, je crois. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Bon, on s'arrête là. J'ai commencé au verset 25, mais j'avais voulu aussi lire le verset, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Au fait, qu'est-ce que j'ai voulu dire en lisant ces passages? J'ai voulu faire comprendre à chacun de nous
surtout au couple, qu'il y a la part de chacun. Dans le couple, il y a la part de chacun. Mari, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris. Je pars de ces passages pour dire qu'il y a la part de tout un chacun. L'homme doit faire sa part. L'homme doit arriver à faire les choses de manière à ce que son couple, son couple puisse vivre de temps bénis, de bons moments, des moments forts ensemble. J'ai aimé là où on a dit afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saine et irrépréhensible. Donc l'homme doit travailler à cela. Comme aussi le Christ travaille pour que l'église puisse rayonner. Et la femme de même aussi doit faire aussi son travail de son côté. Je suis soumise, mais au-delà de la soumission, j'aide mon mari parce que je suis une aide. Je dois aider mon mari. Je ne dois pas, moi, ne rien faire, moi, ne rien dire, moi, ne pas faire un effort pour que notre couple puisse aller de l'avant. Excusez-moi. Donc, à cette question, j'aimerais dire, il faut que chacun fasse sa part. Si je veux donner, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me mettre au travail. Je dois faire ce que je dois faire. Je dois m'occuper de mon mari. Je dois faire tout, un peu comme la femme du Proverbe 31. Elle fait tout pour que son mari soit bien. Elle s'arrange pour que son mari n'ait pas à rouspecter ou n'ait pas à pleurnicher, n'ait pas à manquer de quoi que ce soit. Je m'arrange, je fais tout. Je dois faire ma part. J'entre dans le mariage pour faire du bien à l'autre. Moi, la femme, j'entre dans le mariage pour faire du bien à mon mari, mais le mari aussi entre dans le mariage pour me faire du bien. Je crois que quand deux personnes s'aiment, quand deux personnes s'apprécient, quand deux personnes veulent aller de l'avant, les deux travaillent pour que les choses aillent mieux. C'était la question qui était, on dirait, spécialement adressée à Maïvette, mais j'aimerais dire qu'il y a, c'est cette année, oui, on dirait que c'est cette année, en début d'année, nous avons connu, nous avons connu une crise dans notre couple. Je me disais que j'avais beaucoup de choses à lui reprocher. Elle aussi, donc, à son tour, avait beaucoup de choses à me reprocher. On était là. Quand vous nous voyez, vous allez voir que non, tout va bien, parce qu'en fait, on a atteint une certaine maturité. On s'est dit, on ne va pas quand même s'y rentrer dedans. Mais on savait que quelque chose n'allait pas. On ne parlait plus comme on parle. Mon épouse et moi-même, nous sommes vraiment les gens qui peuvent commencer à parler et on oublie que l'heure était arrivée, on doit sortir. Quand on a commencé à parler, en tout cas, on est parti. On est parti et surtout on aime ça. Quand on est en déplacement, on n'a pas la charge de l'église. On peut rester en train de parler, de parler. Et là, on ne parlait plus. C'est juste. Bon, les enfants ont dit ça. Bon, est-ce que tu as fait ça? Donc, c'était fini. Donc, on ne parlait plus. On savait tous les deux que ça n'allait pas. Et puis, à un certain moment, je me suis dit, bon, moi, en tant qu'homme, c'est moi qui suis le chef de la famille. Dois-je laisser cette affaire perdurer? Et ça va aller jusqu'où? Ça va aller jusqu'où? Bien entendu, au départ, avec un peu l'orgueil masculin, j'ai commencé à lui lancer des pics. Eh bien, tu dois savoir que je ne suis pas ton ennemi. Hein? Je ne suis pas ton ennemi. Mais c'était 2-3 jours après, je me suis dit, non, il faut qu'on... Là, je ne sais pas si c'était une d'elle ou bien de moi. Nous avons pris des chaises. Chez nous étions encore à Ipen. On s'est mis donc dans le jardin. On dit, il faut qu'on parle. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on parle. Nous ne sommes pas des ennemis. Non. Nous ne sommes pas des ennemis. Tu n'as pas un autre mari que moi. Moi, je n'ai pas une autre femme que toi. Et on a réuni notre courage donc en main pour parler. Pourquoi? Parce que
nous avons pris l'engagement d'entrer dans le mariage, non pas comme des enfants, comme des personnes adultes. Le mariage, c'est l'affaire des adultes. Alors, il faut vouloir travailler pour que les couples puissent bien aller. Donc, l'homme ne peut pas dire non, moi je ne parle pas, non. Chacun doit faire un effort pour que nous puissions régler les problèmes qui ne vont pas. Si on est mature et si on tient à son mariage, n'oubliez pas, je crois que c'est dans cet enseignement où j'ai dit que il y a donc l'homme qui doit avoir sa relation avec Christ et la femme qui doit avoir sa relation avec Christ. Si les deux ont la crainte de Christ, je peux vous assurer, ils ne peuvent pas laisser une crise rester longtemps. Parce qu'ils recevront toujours de la part du Seigneur. Il dit non, ça ne va pas. Toi, tu veux continuer à parler avec moi, mais il faut d'abord régler avec l'autre. Et c'est très, je vous assure, le mariage, lorsque ça va entre l'homme et la femme, nous nous construisons et la bénédiction coule dans notre foyer. Il faut vouloir traiter les problèmes pour connaître un nouveau départ. C'est très important. Et non pas qu'il y ait, non, l'autre ne veut pas. Il n'y a que soit la femme qui fait les efforts, ou soit c'est l'homme qui fait les efforts. Non. Les deux doivent faire des efforts. Et puis l'humilité. Parce qu'on ne peut pas faire des efforts s'il n'y a pas d'humilité. L'humilité de l'homme, mais l'humilité aussi de l'humilité. Car quelquefois, parce que dans l'affaire de l'humilité, il y a des femmes très orgueilleuses. Hein? Oh, oui, il y a des femmes très orgueilleuses. Et nous devons prier pour qu'il y ait humilité de l'homme et l'humilité de la femme. Je voulais aussi ajouter, c'est si quand, par exemple, il y a un seul qui veut faire un effort et l'autre ne bouge pas, je crois que la personne qui est plus avertie peut prendre du temps aussi dans la prière pour l'autre. Très bien. Vraiment demander au Seigneur, Seigneur, fais comprendre à ma conjointe ou à mon conjoint que nous devons de deux côtés faire des efforts pour pouvoir améliorer, que les choses dans notre couple puissent connaître un changement, prendre le temps dans la prière, vraiment prier, parce que des fois aussi, le diable est en train de voiler l'autre. Le diable est en train d'empêcher l'autre de voir que il faut faire quelque chose, il faut bouger. Il faudra que tu prennes le temps de dialoguer ou d'avoir un entretien avec l'autre pour que le meilleur soit dans votre couple. Prendre le temps de prier. Je crois que c'est aussi une des choses que dans un couple on peut faire pour voir le changement. Merci, maman. Merci, pasteur et maman. Maman Josiane, vous allez constater que toutes nos questions sont faites des questions ouvertes. Ce ne sont pas des questions fermées. Une question fermée, c'est une question où on doit répondre par oui ou non. Question ouverte, ça demande à développer. Mais mieux vaut aller lentement, mais si ça peut nous aider, parce que je crois que c'est dans les réponses que le couple pastoral nous donne que nous retrouvons en fait. Vous allez m'excuser, pasteur et en vous entendant parler. Ce n'est pas une question qui est sur les papiers, mais ne pensez-vous pas que les maximums de nos couples, nous vivons dans les minimums en fait. Les minimums, c'est quoi? On se réveille le matin, bonjour, les enfants sont partis après. Donc les maximums où que Dieu nous attend, c'est de pouvoir, comme vous l'avez dit, s'asseoir quand il y a un problème, parler, trouver les réponses et rebondir. Bien souvent, nous restons tel que l'extérieur nous voit, le couple équipé, le couple modèle, patata, mais des fois, nous-mêmes, on se connaît et nous sommes en deçà de là où nous devrions. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je pense que souvent, nous, couples, on se trompe en acceptant les minimums. Et pourtant, Dieu veut que 1 plus 1, que ça donne 2, c'est-à-dire c'est quelque chose de plus qui nous pousse en avant. Je suis en train de saisir ce que tu es en train de dire.
Regardez ce qui se passe quand dans les couples, on est appelé à travailler, et particulièrement l'homme. L'homme sort le matin, on s'est vu le matin avec son épouse. Quelquefois aussi, on tapote son épouse parce qu'elle continue peut-être à dormir. L'homme devait partir à 6 heures. Mais il y a des couples où, en tout cas, donc ils sont ensemble. Vous allez voir même que la femme s'est levée, il a apprêté le petit déjeuner, ils sont à table pendant 5-10 minutes. Donc, et puis, ils peuvent partir. Mais ce sont des courts moments. L'homme est parti pour toute la journée. Maintenant, quand l'homme revient, ça peut aller comme ça 6 jours sur 7. Quand l'homme revient, est-ce qu'on a le temps d'ensemble? Ça signifie quoi? Si on n'a pas ce temps d'ensemble, l'homme passe plus du temps avec les gens de son travail. Et vous allez voir, par exemple, il peut arriver qu'un homme, dans un bureau, dans un milieu de travail, ils sont à 8 et il y a peut-être 5 femmes et 3 messieurs. Et le fait de se revoir chaque jour, 6 jours sur 7, de 8h à 17h, quelquefois à 18h, on finit son travail, on développe un certain rapprochement. Je ne vais pas parler encore d'une certaine intimité, mais on développe un certain rapprochement. Et pendant qu'on se rapproche des gens du milieu de son travail, on est entre guillemets en train on dirait de s'éloigner de la femme de sa vie ou de s'éloigner de l'homme de sa vie. Et sans le vouloir, tu vas commencer à te sentir, tu ne l'exprimes pas, tu ne le dis pas, tu ne le veux pas, mais on dirait que par exemple le dimanche après-midi, on dirait que le milieu de l'ambiance du travail te manque. En fait, ce ne sont pas les responsabilités qui te manquent, les responsabilités que tu assumes, mais c'est cette ambiance-là qui te manque. Et Chantal n'est pas passée, elle n'a pas. Et puis les femmes ont l'habitude de, bon, est-ce que je peux vous servir du café dans les bureaux? Et c'est un geste de tous les jours, 6 jours sur 7. Alors, tu vois un peu, et par moment aussi, une petite crise à la maison fait que tu te renforces encore davantage au bureau, dans les milieux du bureau là-bas. Alors, si on ne crée pas le temps entre l'homme de sa vie et la femme de sa vie, on ne sait pas qu'on est en train de s'éloigner. On ne sait pas qu'on est en train de s'éloigner. Et pourtant, l'éloignement est en train de s'installer. Donc, nous devons créer le temps où nous sommes ensemble. Nous devons créer ce temps-là. Si vous ne savez pas les retrouver quand vous revenez du travail, alors commencez aussi, quand vous avez des temps morts, à appeler. Appelez chaque jour votre femme. Appelez pendant 5 minutes, même 3 fois la journée, 4 fois la journée. Cette voix-là qui retentit dans vos oreilles fait que vous restiez, entre guillemets, un peu disons, être connecté. C'est important, je vous assure. Et plus, ne cherchez pas les dialogues seulement quand ça ne va pas. On ne va pas chercher les dialogues. Bon, nous allons nous asseoir à Shoprite pour parler. Non. Parlez à l'occasion de rien. Parlez à l'occasion de rien. Est-ce qu'il vous arrive de suivre la télé ensemble? Il y a des femmes qui n'aiment pas suivre le match. L'homme veut suivre le match. Non, la Juve va jouer avec... mais la femme dit, toi aussi, la télé... Non, il faut que la femme fasse un effort aussi. Même si ces histoires de foot là, ça ne t'intéresse pas. Mais suivre, donne quand même une partie de foot avec ton mari. Et le mari faire aussi un effort. Bon, ces histoires qu'elle veut suivre là, mais faire un effort de suivre. En ce moment-là, vous êtes ensemble. Je ne sais pas si ça vous arrive pas. Il arrive, vous êtes en train de suivre un programme, mais les programmes, vous les suivez, mais vous retrouvez dans un, passez-moi l'expression, dans un lit solo. Oui.
pendant que vous suivez ces programmes-là, vous commencez, les solos et bandits. Ça ne vous arrive pas? Mais c'est ça, l'importance de rester ensemble. Mais si vous ne développez ça, pas ça, vous n'avez pas le temps. L'homme est tout fatigué. Quand il revient, je suis fatigué, tu comprends. Non, ce n'est pas le moment de faire du chorobitage. Non, non. Ta femme n'a pas. Il veut que tu sois naturel. Même ta fatigue, mais que tu sois avec elle. Mais maintenant, tu as passé tout ton temps au travail. Quand tu reviens, elle m'a dit, elle m'a lancé. Le matin, j'ai quitté la maison vers pratiquement 7 heures. Et j'ai fait tout le programme au bureau. Quand on fait, c'est la prière de 45 minutes avec mes collaborateurs. Après ça, donc, j'ai des signataires chaque mardi qui tombent, le signataire de secrétariat, le signataire de l'administrateur. Il faut traiter des choses. Et la liste où j'avais un bon nombre de gens, là, il y a eu ajout de 4 ou 5 personnes. Il fallait à tout prix prendre ces personnes-là. Et pendant que tu es en train d'écouter, aussi tu jettes un coup d'œil dans les dossiers, et tu passes. Et je ne réalisais pas que j'étais très fatigué. Au retour aussi avec les embouteillages, alors j'étais à table et elle me disait, hey, moi aussi je suis là. Et elle m'a dit, hey, je suis là aussi. Tu vrai, tu as passé ton temps, mais moi je suis là aussi. Vous voyez, donc, notre épouse est là aussi. Alors si nous ne créons pas ce temps-là, les jours passent vite, mes amis. Les jours, ça va très vite. Et puis une semaine peut passer comme ça, une deuxième semaine passe comme ça. Vous êtes en train de tuer à petit feu votre couple. Il faut savoir parler. Parler à l'occasion de rien. Il faut savoir parler, c'est très important. Savoir parler à l'occasion de rien. Donc, mes enfants, 3 de nos enfants sont en dehors de chez nous. Quand on les appelle, soit elle appelle, ou un enfant appelle, ou elle appelle, elle dit, je savais, tu vois, je savais, vous devriez seulement être ensemble. Ça, c'est la réaction des enfants. Je savais, toi, tu ne peux pas être loin de ton mari. Oui, dès que nous sommes à la maison, nous sommes faits pour rester ensemble. Amen. Je ne sais pas, je crois que c'est l'une des choses qui nous a soutenus. Ça fait 27 ans que nous sommes mariés. Et quand nous sommes ensemble, je vous assure, c'est grave. Et quelquefois, nous-mêmes, nous disons, ah, Kalina Yvette. Nous disons, c'est moi qui Kalina Yvette, sur Bandi Gobeta Masolo. Et si il a raté. Et comment vous pouvez manquer de Masolo? Et des diki-diki. Et des diki-diki. Et des bisous. Comment vous pouvez manquer de Masolo? Comment? Vous êtes mariés. Oui, oui, n'est-ce pas? Vous êtes mariés. Si vous manquez de Masolo, il faut, comme l'a dit Maïvette, commencer à prier pour ça. C'est que le diable est en train de faire un travail. La femme de ta vie, c'est la première être en dehors de Jésus. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta sœur, ce ne sont pas les cousins, mais c'est la femme de ta vie. Amen. C'est l'homme de ta vie. C'est très important, mes bien-aimés. Sinon, votre foyer sera un foyer malade. Et ça sera le prélude de l'enfer sur la terre. Et je vous assure, tu ne vas pas te développer, tu ne seras pas heureux. Tu ne seras pas heureux. Merci, pasteur. Vous allez nous excuser. Papa Kipé là, Papa Kipé là, oui, maman. Je pourrais ajouter quelque chose. Allez-y. En 5 secondes. Bon, je vais essayer. Oui, veillez maintenant sur le temps. Hein. Vous nous donnez des minutes. Je vais essayer. Allez-y. Oui, j'aimerais emboîter ce que vient de dire mon mari. Vraiment, apprenons à créer le temps où nous sommes que nous deux. Des temps où nous nous amusons. Des temps où nous nous racontons des histoires. Ce que mon mari vient de dire, c'est ce que nous vivons chez nous à la maison. Nos enfants disent toujours, vous pouvez être l'un à gauche, l'autre à droite, vous devez toujours être ensemble. Vous dites, mais on ne peut pas se séparer. Il entre à droite, j'entre à droite. Il se lève, je dis, tu vas où? Tu vas où? On était ici, tu vas où? Il me dit, oh, j'arrive. Il est parti. S'il fait seulement 2-3 minutes, je me lève. Je le suis. J'aimerais savoir, il va où, il fait quoi? On est tout le temps ensemble. Et même quand il est au bureau, il va vous dire combien de fois je l'appelle. En tout cas, c'est elle qui appelle le plus. Hein? Moi... J'appelle. Et je lui dis toujours, mes radars sont là en train de te surveiller. Hein?
Si tu oses faire quelque chose, je saurai. Et des fois, même quand il rentre à la maison, je dis, ah, donc tu es sorti, tu es allé à tes plats. Comment tu sais? Je dis, je t'ai dit que j'ai mes radars partout. Donc c'est pour vous dire, je suis tout le temps, j'aimerais savoir ce que mon mari fait. Il est où? Il parle avec qui? Il fait quoi? C'est pas que je le surveille, c'est pas que je suis jalouse. Non, j'aime être avec mon mari, j'aime entendre sa voix, j'aime savoir ce qu'il est en train de faire. Alors, sachons créer des temps comme ça. Sachons programmer aussi des sorties où nous sommes qu'à deux, à l'occasion de rien. N'attendons pas seulement qu'il y ait anniversaire, qu'il y ait anniversaire de mariage, anniversaire d'âge. Non. Sachons créer des moments où on est seul à seul. On rit, on blague, on se dit des choses, on se raconte des choses qui sont passées il y a plusieurs années. Et ça fait du bien et ça solidifie votre couple. Merci, maman. Il y a un papa, lorsqu'il me demande de nouvelles des enfants, avant je ne comprenais pas, hein, il disait, comment va la MONUSCO? Alors, avant je croyais qu'il demandait, il avait besoin des nouvelles de mon travail. Après il m'a expliqué, il dit, non, quand je pose la question sur la MONUSCO, je dis les enfants. Il m'a dit, parce que la MONUSCO, attends, c'est de 50 ans, Namboko, les enfants, ils partiront. Et notre vie, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Si nous ne vivons pas parce que les enfants sont là, alors le temps est en train de passer très très vite. C'est ce que papa et maman nous ont dit avec raison. On va changer de registre, maman Josiane. Le nœud de la guerre, les rapports sexuels. Quelle est la fréquence des rapports sexuels dans un couple? Ça, c'est la troisième question. La quatrième, que faut-il faire lorsque l'un des conjoints n'aime pas ou ne supporte pas les rapports sexuels? Voilà. N'aime pas, ne supporte pas les rapports sexuels. Et la réponse que je vais vous donner, je l'ai apprise aussi à force de lire, de chercher. J'ai appris donc cette réponse il y a très très longtemps. Je ne sais plus quel auteur j'ai eu à lire, mais j'ai lu ça dans un livre, pas seulement dans un livre. J'ai eu donc les réponses de plusieurs commentateurs. Quand un couple est en bonne santé, quand tout va bien entre l'homme et la femme, un couple ne peut pas passer une semaine sans avoir des rapports sexuels. Et c'est au moins 2 fois la semaine. Donc, au moins 2 fois la semaine. Ça veut dire que ces couples-là, si en termes de température, on peut dire qu'ils sont à 100%, 100 degrés Celsius. Ils sont bien. Ils sont en bonne santé. Alors, quand on commence à baisser les températures, on est dans les 80, on est à 1 fois la semaine. Quand on est dans les 75, on est à 1 fois, non, 75 même pas. Donc, quand on descend vers les 65, on est donc à 1 fois toutes les 2 semaines. Ou 1 fois toutes les 3 semaines. Mais quand on commence à avoir les rapports sexuels 1 seule fois le mois, la maladie commence à s'installer sérieusement. La maladie commence à s'installer sérieusement. Et là, on parle en termes de peut-être, non, ça fait 3 mois, mobile nanga simba angate. Ça fait 4 mois, non, là, c'est pour dire que vraiment, ce couple est vraiment installé dans la maladie. Donc, ça veut dire que ça ne va pas. Ça ne va pas. Et mon ami disait, j'avais appris quand il développait un enseignement, donc, quelque part, il disait, si vous n'êtes pas ensemble pendant plusieurs mois, alors, vous vous débrouillez comment? Les femmes encore peuvent se maintenir pendant 6 mois. Un homme qui ne fait pas de rapport sexuel pendant 6 mois, un homme marié, il se débrouille. Comment? Terminez ma question. Il se débrouille. Comment? Il se débrouille comment? Parce que Paul dit que si vous brûlez, mariez-vous. Donc,
le mariage vient aider quelqu'un qui brûle, quelqu'un qui n'est pas fait pour rester célibataire. Il y a des gens qui ont reçu une capacité de la part de Dieu de rester célibataire. Moi, quand j'étais tout petit, j'étais chez Akato, je voyais des amis qui avaient des vocations qui naissaient, qu'ils vont devenir ce que je ne vais pas citer. Moi, je disais non, moi, je n'ai pas fait pour faire ça. Moi, je suis fait pour me marier. Et je n'ai jamais changé de pôle. Non. Moi, je suis fait pour me marier. Alors, si tu n'es pas fait pour te marier, tu recevras une capacité surnaturelle de ne pas. Les relations sexuelles, ce ne sera pas un problème pour toi. Mais ceux qui sont faits pour se marier ne doivent pas maintenant donner l'impression dans les mariages comme s'ils étaient faits pour ne pas se marier. Non, c'est faux. Donc, il y a un problème qui s'installe. Si vous repoussez, parce qu'il y a un problème, et plusieurs choses peuvent faire que vous ne puissiez vous repousser. Écoutez, nous allons être sincères aujourd'hui. Vous êtes sincères. S'il y a quelqu'un gêné par des mauvaises odeurs, il repousse l'autre, n'est-ce pas? Il repousse l'autre parce qu'il sent que l'autre, non, en tout cas, il n'est pas dans les conditions. Alors, mais si tu repousses l'autre à cause des mauvaises odeurs, par exemple, si ça dure pendant 6 mois, 8 mois, mais ça pose un problème. Toi, tu repousses, mais tu vas avoir un problème. Si tu trouves que ton conjoint ou ta conjointe a un problème de ceci, dans ce sens ou dans l'autre, il faut arriver dans ce domaine-là aussi sexuel, arriver à s'asseoir pour parler de ce qui ne va pas. C'est vraiment important. Un couple qui va bien vit correctement et donc sérieusement sa vie sexuelle. Ça fait partie des ingrédients qui viennent encore, passez-moi le terme, fructifier la vie des couples et tonifier la vie des couples. Et ça, c'est très important. Si vous commencez à vous repousser, vous allez commencer à développer des rapprochements avec d'autres personnes. En tout cas, moi, j'ai connu en 27 ans de mariage, je l'ai dit quand je prêche, je faillis sortir de mon couple 2 fois en 27 ans de mariage. J'ai dit j'ai failli, ce n'est jamais arrivé. Je n'ai jamais couché avec une autre femme dans ma vie. Si ce n'est mon épouse. Mais quand j'analyse le 2 fois où ça a failli arriver, c'est quand il y a eu des crises entre nous. Des crises qui tardent à être résolues. Alors tu vas voir que tu commences à te sentir à l'aise avec quelqu'un d'autre. Et si tu ne fais pas attention, tu peux partir. Il faut donc chercher à arranger dans ton foyer. Et j'ai béni Dieu parce que quand vous craignez Dieu, toutes les 2 fois, je lui ai fait remarquer, toutes les 2 fois, surtout la première fois, quand je me battais avec, elle va faire un rêve. Toutes les 2 fois, elle a fait des rêves. C'est là que je dis, Kali, Keba. Elle fait un rêve, elle me le partage. Elle me dit, je me souviens du rêve, la première fois c'était il y a les années, nous sommes en 97 je crois. Non, pas 97, 2007. Et elle fait un rêve qu'elle va me partager. Il dit, nous étions sur notre lit, mais un chien voulait sauter sur notre lit. Le chien cherchait à tout prix à sauter sur notre lit. Le chien voulait à tout prix à sauter sur notre lit. Et elle repoussait les chiens. Elle repoussait les chiens. Quand elle m'a partagé ça, c'est tout ce qu'elle a vu. Quand elle m'a partagé ça, je n'ai pas fait de commentaires. Je me suis tué. Je dis, parce que je sais, les chiens dans un rêve, c'est le symbole de l'impudicité.
Alors j'ai vite compris que Dieu était en train de l'interpeller, de faire attention. Quelque chose de mauvais va entrer sur votre lit. Les lits conjugales, soit exemple de suivre. Exemple de suivre. Donc nous devons, même Paul dit quoi par rapport aux relations sexuelles? Ne vous privez pas l'un de l'autre. Il dit, le corps de la femme appartient à l'homme. Le corps de l'homme appartient. Tu ne peux pas priver ta femme des rapports sexuels. Tu ne peux pas priver à ton mari les rapports sexuels. Je continue avec la quatrième question qui dit, que faut-il faire lorsque l'un des conjoints n'aime pas ou ne supporte pas les rapports sexuels? Il y a des gens qui sont très très chauds. Il peut y avoir un homme, l'homme est très très chaud par rapport au rapport sexuel. La femme, elle, ce n'est pas son genre. Alors il est important que les deux travaillent pour que celui qui est très haut descende un peu et que celui qui est très bas remonte un peu pour qu'il se retrouve à un certain niveau. Pas au niveau où c'était celui qui était très chaud, pas au niveau où celui qui était très bas, mais tous, chacun redescend, l'un redescend, l'autre remonte pour se retrouver quelque part. C'est vraiment important. Alors aussi, d'autres astuces, c'est quoi? Il y a des femmes qui, quand il y a une demande, même seulement la nuit là, facilement elle accorde, elle cède. C'est mon mari qui en a besoin. Mais il y a des femmes qui aiment à être préparées. Oh. Dans ces domaines-là, généralement l'homme est comparé au feu de paille. L'homme, il suffit de... La femme s'est dénudée pour aller prendre sa douche. Dès que l'homme a vu, waouh, appelez moto. Mais il y a des femmes, même si l'homme est sorti de la douche en tenue d'Adam, ça ne dit rien. Et la femme demande qu'on la prépare. Ici, il faut connaître ta femme, la préparer. Pour préparer, ça peut passer par beaucoup de choses. Ça peut passer par un coup de fil, tu lances ces mots dans le sens là. Ça peut passer par le matin, tu la serres dans tes bras. Un coup de fil à ce moment sur WhatsApp. Hein? Tu la serres dans tes bras. Tu serres ta femme fort. Même pendant quelques secondes, 1 minute. Est-ce qu'il vous arrive de serrer à l'occasion de rien votre femme dans vos bras? Quels sont les hommes qui font ça? Serrer, bon, nous sommes entre nous. Serrer sa femme dans ses bras. Vous voyez, au nombre où nous sommes, vous voyez les mains qui s'élèvent. Écoutez, c'est une faiblesse. On doit savoir prendre sa femme dans ses bras, même en présence de tes enfants. Prendre ta femme dans tes bras. Les enfants aussi sont en train d'apprendre, mais aussi de se dire, oh, papa et maman, ils s'aiment. Toutes mes filles, surtout la première, disent qu'elle aimerait avoir un mari comme son père. Donc, c'est important de prendre sa femme dans ses bras, de prendre sa femme par la taille, ou venir même pendant qu'elle est en train de couper les oignons, tu viens par derrière, tu la ceintures. Et vous allez de faire ça? De venir la toucher au cou. Ça fait les bijimba. Mais il faut connaître, se préparer. C'est bien. C'est bien de savoir faire ça. Parce qu'il ne faudra pas toujours, ça c'est généralement l'homme. C'est seulement il y a des hommes qui viennent, feu de paille, mais attention, il faut savoir
se contenir et y aller petit à petit. Parce que si toi, tu te satisfais rapidement, paf, tu es sorti. Et tu commences, généralement c'est quoi? Tu te retournes. Et Wanando baby c'est grave makambo. Donc Wanando baby c'est grave. La prochaine fois, ça arrive une fois, deux fois, trois fois, quatrième fois, il y a que donc otikali mobali ya kopesa mbongo, mobali ya accompagner bana na école, mais pas mobali ya mwasi wana ya pona le kambwana. Il faut savoir que la satisfaction doit être une satisfaction partagée. Et généralement, la femme monte graduellement, lentement. Tu dois savoir que moi, j'irai vite. Alors toi, tu vas commencer, tu accélères, tu freines. Oh. Et les dialogues pendant la fête est d'une importance capitale. Connaître, découvrir sa femme. Savoir, à ce niveau ici, je sais que c'est quoi, on dirait que Evandi Kopela, moto Evandi Kopela panaye. Non, non, yo ye kakapo, yo oh. Quoi, un bébé? Nameli Bibero, Nameli Bibero, Nasepeli. Non. Non. Mais bon, ben, t'as pas beaucoup écoutez, j'ai 27 ans de mariage, hein? Non, non, je viens de vous dire que j'ai 27 ans de mariage. Et dernièrement, je disais aux responsables de couple que maintenant j'ai de la matière à donner. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Donc je vous parle, vous êtes mes enfants, moi je parle. Donc c'est important de savoir que non, maintenant je freine. Parce qu'elle n'est pas encore arrivée. Il faut qu'elle passe en premier. Et toi tu viens en dernier et on peut terminer la fête. Oh. Mais une fois, yo kaka ndoleki. Deuxième fois, kaka yo ndoleki. Oh, comme on dit, quand on court là, on appelle ça la ligne d'arrivée. Kaka yo ndo yaka mutalibo sur la ligne d'arrivée. Nakomi. Nakomi. Non, 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 non. Il faut, dans ce domaine-là, c'est elle qui doit arriver en premier à la ligne d'arrivée. Et toi, tu viens en deuxième position. Et en ce moment-là, Bobeti m'a beaucoup. Tokomi. Oh. Et ça, il y a un couple, pasteur a Fongoli Miss. Je crois que c'est clair par rapport à ces deux. Merci, pasteur. Alors, maman Josiane, très rapidement, on va demander à un avis de médecin. Le docteur Diangenda est parmi nous, il est sexologue. Il va aussi répondre très rapidement à la question combien de fois. Ah, très bien. Oui, nous avons suivi la réponse de papa. Vous êtes bénis? Est-ce qu'on est bénis? Acclamons le Seigneur pendant qu'il s'avance. En attendant que les docteurs prennent. Je veux rappeler au pasteur, il y a eu un message qu'il nous avait apporté une fois dans ce cadre-là de couple. C'était très très bien sur le rapport sexuel. L'explication aussi, ça dépend aussi de l'âge et ça dépend de certaines circonstances. Ça, c'est tout un enseignement. Papa Munganga, Zamaloba. Merci. Bon, une précision, peut-être pas une précision, je voulais confirmer ce que le pasteur vient de dire, hein, parce que c'est une grande question qui revient fréquemment en consultation. Docteur, combien de fois nous pouvons faire des rapports par jour ou par semaine? C'est une question de tous les jours. Je pense qu'il y a peut-être 2-3 ans, on a fait un séminaire ici autour de ça. Moi, je voulais dire, pour compléter les pasteurs, je voulais dire ceci. Je dis toujours aux malades, les rapports, on les fait autant de fois que vous le pouvez, mais sans apport extérieur. Donc, c'est-à-dire sans prendre des médicaments, sans chercher des gris-gris, sans chercher de ceci. Donc, autant de fois que le corps vous le permet, parce que quand le corps le permet, vous êtes excité automatiquement, le corps va être en mesure d'aller jusqu'au bout de l'acte. Alors, j'ai dit ça pourquoi? Parce qu'il y a, vous allez m'excuser, parfois je parle un peu beaucoup.
il y a des variétés ou des variations. Les rapports sexuels ou l'acte sexuel, je parle de l'homme, l'érection, la qualité et la fréquence de l'érection chez l'homme est influencée par plusieurs facteurs. Donc ici, on ne va pas passer tous les facteurs, mais un des facteurs les plus importants, c'est l'âge. Donc l'âge influence énormément et la qualité et la fréquence de rapports sexuels. Ouais. Alors quand on est jeune aussi, c'est un grand point pour définir, dire qui est jeune, qui ne l'est pas. Hein? Tout le monde se dit jeune, tout le monde se dit vieux. Alors je dis, peut-être je prends une moyenne, 35 ans, donc en dessous de 40 ans, disons, on peut les considérer comme jeunes. Ils vont avoir une fréquence assez élevée des rapports. Alors plus on va avancer en âge, cette fréquence-là, bien sûr, va baisser. Donc, de façon naturelle comme ça, la personne sera peut-être plus à mesure de respecter cette fréquence de 2 à 3 rapports la semaine. Pourquoi? Parce que le corps ne le permet plus. Je rappelle que pour faire des rapports, il faut avoir de l'énergie, qu'on appelle libido, donc l'énergie nécessaire pour Mais faire... c'est presque du sport. C'est un sport, effectivement. Donc, juste ça comme précision. Donc, vous faites des rapports autant de fois sans apport extérieur, donc sans prendre des médicaments, sans prendre des guéris et tout ça. Donc, c'est juste ce que je voulais dire. Très bien. Parce Merci. que cette fréquence va dépendre. Je crois que d'une certaine manière, le docteur Papa Dianguena a aussi répondu à une question qui n'est pas posée. Je crois que dans ce domaine-là, il y a des préoccupations autour des aphrodisiaques, des choses qu'on doit prendre pour pouvoir booster ses forces, ainsi de suite. Vous avez entendu en un mot, sans apport extérieur. Je crois qu'on y reviendra dans les prochaines occasions où on parlera de ces choses-là en long et en large. Maman Josiane, une autre question? Alors, on va aller à la question 7. Que faire si mon conjoint ne cesse de me comparer avec le voisin et me répéter tout le temps, tu ne vois pas comment tel couple vit? Les idées peuvent être bonnes, mais la comparaison m'irrite car j'aimerais qu'on règle nos problèmes sans faire référence aux autres, car chaque couple a ses réalités. Que faire quand son conjoint vous compare? Que faire? Il faut cesser de se comparer aux autres. Parce qu'il n'y a pas donc 4 méthodes. Il faut cesser de se comparer aux autres. Vous n'êtes pas les couples B, vous êtes les couples A. Et c'est important de savoir faire vos propres expériences. Même si les autres vous pouvez vous inspirer des autres, mais ça ne fait pas bien si chaque fois que vous devez parler, par exemple, la femme d'autre jour dit, tu ne vois pas le mari de l'autre, tu ne vois pas le mari de l'autre, tu ne vois pas le mari... Ah non, non, ça ne fait pas bien si chaque fois vous devez parler, l'homme doit pas toujours parler, non, tu ne vois pas la femme de l'autre, comment elle traite son mari, tu ne vois pas, non, non. Au lieu que ça fasse du bien, ça va faire capoter même le dialogue, ça ne va pas apporter quelque chose de positif. Parle, évoque les erreurs de ton conjoint ou de ta conjointe, vous parlez autour de cela et vous apportez des solutions à cela et vous avancez sans chercher toujours à faire la comparaison. Et ceci est valable aussi dans la vie de tous les jours. Tu veux que dans le domaine, par exemple, d'achat de ceci et de cela, c'est toujours, tu ne vois pas l'autre, comment il fait des choses, des cadeaux à sa femme. Tu ne vois pas l'autre. Non, 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 non. Vous n'êtes pas les autres couples. Vous êtes vous. Si tu veux faire remarquer à ton mari qui n'a pas fait des cadeaux, parle à ton mari sans faire allusion à cet X couple ou Y couple. Cette comparaison à répétition-là vient irriter, ça n'aide pas. Ça vient encore, on dirait, mettre ton conjoint ou ta conjointe dans une position de défense. Ça ne va pas l'aider. Il faut éviter la comparaison. Vous êtes vous et vivez vous. C'est important. Je sens que maman a quelque chose à dire qui serait très important sur ça. Bon, je ne ferai qu'appuyer ce que mon mari a dit. Vous savez, quand tu compares ta femme ou tu compares ton mari à une autre personne, au fait, ça froisse et ça laisse toujours un couac
quelque chose un peu de désagréable. Et chaque fois que ton mari sera en face de cette femme-là, tu as l'impression que tu auras l'impression de regarder, tu regardes ton mari, tu regardes la femme, tu regardes le mari, tu regarde. Et au fait, ça laisse, on dirait un peu de ténèbres, quelque chose de noir dans votre couple. Et ça risque de, comme l'a dit le pasteur, ça risque de faire monter un mur qu'après on ne pourra pas, comment dire, briser ou faire tomber ces murs-là, quoi. Alors au fait, ça mène quelque chose, il n'y a plus cette confiance totale, il n'y a plus cette envie, cet élan-là. Faisons un effort quand nous faisons des remarques de ne pas comparer. Vraiment faire cet effort-là. Même si j'aime ce que l'autre fait, je peux le dire autrement sans citer, sans dire regarde l'autre. Dire seulement, en tout cas en observant, je réalise qu'il y a beaucoup de couples qui font ceci, qui font cela, sans citer quelqu'un. Parce que ça risque de mettre maintenant des questions dans la tête de l'autre. Amen. Bon, je crois que Maman Josiane, ça c'est idem aussi avec les enfants. Exactement. Lorsque nous devons corriger les enfants, Oui. c'est pas bon de faire de comparaison. Regarde l'autre et lui, c'est pas bon. Exact. Allez, notre question. Alors, l'autre question est adressée au couple. C'est une question de confiance. Que dire quand le passé a des conséquences durables dans le temps? La personne s'explique. La 6e question. Pendant les fiançailles, mon conjoint ne m'a pas dit qu'il avait un enfant avant le mariage. Et cela vient d'être découvert par la force des choses. Comment vivre quand on sent qu'on a été menti, trahi pendant des années? Et comment faire pour reconstruire cette confiance et vivre un nouveau départ? Maman, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah oui, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vrai, ça aussi, c'est aussi... C'est un choc. C'est aussi les choses qui laissent un peu de... Ça laisse un arrière-goût, ça remonte. Il faut vraiment la grâce de Dieu. Et moi, je me dis, quand vous voyez des choses pareilles dans votre couple, la meilleure des choses, c'est d'abord prendre du temps dans la prière. La prière change beaucoup de choses. La prière aide, la prière vient façonner les choses, vient modeler les choses, vient apporter un nouvel élan. Et moi, je me dis, je crois que plusieurs fois aux réunions de femmes, j'ai eu à le dire, savoir tout dire pendant le fiançailles. Et même avant que vraiment les choses se concrétisent, tout dire, c'est mieux. Tu sais, quand on vient de découvrir quelque chose après, on se pose la question, qu'est-ce qu'elle me cache encore ou qu'est-ce qu'il me cache encore? Et comme il y a doute, on commence à se demander, est-ce que c'est vraiment elle que je dois épouser? Est-ce que c'est vraiment lui, l'homme de ma vie? Mais je me dis, la vie, elle est faite tellement de choses qu'il faut apprendre à surmonter certaines choses, arriver à, comme je l'ai dit, d'abord prier, mais arriver à parler et à se demander pardon et à repartir sur de nouvelles bases. Il y a toujours moyen de donner à quelqu'un une nouvelle opportunité de s'amender et de pouvoir arranger les choses, quoi, pour qu'il y ait amélioration, pour que ces choses ne se répètent plus. Et même moi, je me dis qu'il y a des fois, il faut s'asseoir et se dire, bon, c'est vrai, il y a eu ce qu'il y a eu là. Maintenant, je mérite que tu me dises tout. Ne me cache rien. Ah oui. Je ne veux pas que dans 2 ans, dans 6 mois, dans 4 mois, dans 10 ans, que j'apprenne encore une chose alors que tu peux me le dire maintenant. Alors dis-moi tout maintenant. Comment on dit? Table rase. Carte sur table. Carte sur table. Qu'on en parle, qu'on crève l'abcès. S'il faut que je me fâche, il faut que je tape sur la table. Oui. Et une fois pour toutes, je sais maintenant tout. Parce qu'il y a des choses, quand ça revient plus tard après, ça ne fait pas du bien. Moi, j'aimerais en profiter pour dire qu'il est important d'être transparent entre l'homme et la femme. Y a-t-il des choses que vous vous cachez?
c'est grave. Ton épouse ne sait pas combien tu touches. C'est déjà comment je dirais, une trahison, ça. Mais c'est une trahison. Ton épouse ne sait pas combien tu touches. Ton mari ne sait pas combien tu touches, toi qui travailles. Il y a des hommes qui ne viennent seulement qui non, joie, ça là ma course. Et tu as touché combien? Il y a même d'autres hommes qui ont un courage de drogue. Et t'as lioté, joie ou napesio. Donc ce couple-là est malade déjà. Comment tu peux dire état lioté? Parce qu'on dit donc plutôt et donc l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et mon épouse a lu le texte d'Éphésiens 5 qui dit que l'homme ne fait pas du mal à sa propre chair. Il ne hait pas sa chair. Donc, comment tu peux te cacher quelque chose à toi-même? Cacher quelque chose à son mari, c'est se cacher quelque chose à soi-même. Cacher quelque chose à son mari, et donc à son épouse, c'est se cacher quelque chose à soi-même. Tu ne peux pas te cacher quelque chose. Tu commences à chercher. C'est comme il arrive, hein, des personnes, il a caché l'argent, maintenant il ne sait plus là où il a caché l'argent. Bon, c'est lui-même qui a... Non, je vais garder quelque part. Mais c'est ça un peu. Non, nous devons être transparents. Tu t'es engagé, tu t'es décidé de te marier. Si tu n'es pas prêt à être transparent, ne te marie pas. Quand tu te maries, c'est qu'il n'y a plus de glace devant vous. Tout est transparent. Vous pouvez évoquer toutes sortes de raisons. Hey, pasteur, moi c'est et s'il y a besoin, il faut qui n'ont bon si là, et comme bien. Non, vous devez savoir parler aussi sur ça. Ton épouse doit savoir combien tu touches, ton mari doit savoir combien tu touches. Ce sont des petits détails, mais nous devons être transparents. En fait, on doit jouer donc carte sur table. La transparence, c'est très important. La transparence. Au sombandaku, moi c'est naïe bagati. Et au sombandaku. Mais ce n'est pas normal. Vous ne vous aimez pas. Donc vous faites semblant. Un jour, ça va barder, ça va capoter, je vous assure. La transparence. Et c'est ainsi que je rejoins ce qu'il a dit. Il y a des choses qui doivent être dites pendant les fiançailles. On doit tout dire. Non. Même des copinages. J'étais copain avec tel. Surtout quand tu sais aussi que ce sont des filles ou des dames qui sont dans votre dans ton entourage. Ah, mais il faut dire. Il faut parler sur toutes ces choses. Si tu as eu à avorter, il faut le dire. Il faut le dire. S'il y a eu donc, il faut tout dire. Tout dire, c'est important. Maintenant, j'ai dit, si il est fait pour qu'il soit mon mari, il m'acceptera. Il peut souffrir ce jour-là où je vais dire ces choses. On va se séparer, peut-être il va bouder, mais demain il va m'appeler encore. Non, ok, d'accord, j'ai compris, allez, on avance. Mais que de ne rien dire, non, je vais les mettre devant un fait accompli. Quand on sera dans les mariages, quand il apprendra. C'est pourquoi on dit, les fiançailles, ça peut se rompre, mais pas les mariages. Laisse que les fiançailles se brisent, mais pas les mariages. Donc tu vas aller dire des choses dans les mariages, et si c'est maintenant la personne dit non. Moi, on va arrêter, tu vas briser les mariages. Tu vas avoir des problèmes. Donc c'est très important que d'être transparent et savoir parler. Mais je reviens aussi pour dire les pardons est un élément réparateur. Quand Dieu nous a pardonné, il nous a pardonné même dans des choses où personne ne pouvait nous pardonner. Mais Dieu nous a pardonné. Et Dieu dit, de la même manière je vous ai pardonné, pardonnez-vous les uns. Hein? Nous ne sommes pas venus encourager quelqu'un ici, à cacher des histoires, et puis un jour quand toi tu vas le découvrir, oui, tu te souviens ces jours-là, les pasteurs disaient que Jésus disait... Non, nous ne sommes pas venus encourager quelqu'un ici.
Mais seulement nous sommes en train d'évoquer la parole de Dieu, n'est-ce pas? C'est très, très important. Voilà. Voilà, Maman Josiane, je crois qu'on va prendre une petite question qui va pas amener les pasteurs et Maman Yvette de s'étendre. La question 13, spécialement Maman Yvette. Les pasteurs, j'ai lu ce qui est écrit, hein, spécialement Maman Yvette. Les pasteurs a dit que le mariage, c'est l'affaire des petits détails, des mêmes ingrédients qui nourrissent les mariages. Pouvez-vous nous parler de votre expérience après 27 ans de mariage pour édifier un couple qui est dans les turbulences? Les petits détails. Oui, Baksarantung. Ok. Je crois que mon mari a eu déjà parlé des petits détails là tout à l'heure. Des astuces, des savoir être près de sa femme, la femme aussi près de son mari, être toujours ensemble, savoir faire des câlins, serrer sa femme par la taille, des bisous. Toutes ces petites choses-là font partie des ingrédients qui font que dans un couple, ça mène un peu c'est comme des épices, quoi, qui amènent un peu la joie, qui amènent la détente, qui amènent encore un plus dans l'amour. Mais quand on parle d'un couple qui est dans les turbulences, je crois qu'il y a quelque chose de plus qu'on peut faire. C'est aussi ce qu'on a eu à dire, le dialogue, dialoguer. Parler, essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi il y a toutes ces turbulences, qu'est-ce qu'on devait faire qu'on ne fait pas, qu'est-ce qu'on devait faire qu'on ne fait pas. Mais j'aimerais aller même plus loin. Vous savez, quand vous êtes un couple, vous avez aussi des amis couples, des amis qui sont à côté de vous, que vous côtoyez, avec qui vous passez du temps, des fois ensemble, et des couples qui sont pour vous quand même des modèles. Allez aussi le voir, parlez entre vous, vous quatre, mettez-vous à quatre, ça aide aussi. Vraiment, ça je voulais dire, ça aide. J'ai bien dit un bon couple, un couple modèle qui vous inspire, un couple qui vit bien leur couple. Allez-y, mettez-vous à quatre et parlez. Il y a certaines choses que... Par exemple, je prends un exemple, il y a certaines choses que le couple Itiomal ne fait pas, que le couple Pelé Mondo est en train de faire, et le couple Itiomal remarque que ces couples-là, en tout cas, ils les font si bien, ça coule chez eux, mais chez nous, ça ne coule pas. Mettez-vous ensemble, parlez, discutez, allez même plus loin, priez ensemble. Des fois, il y a l'onction de ces couples-là qui peut c'est posé sur votre couple, et il peut y avoir, comme on dit, un déclic qui vient noyer cette turbulence qu'il y a dans votre couple, et vous sortez de là et vous vous sentez vraiment répartir sur de nouvelles choses, quoi. Donc, il y a plusieurs choses. 27 ans de mariage, qu'est-ce que moi je peux ajouter encore? J'ai vu avec mon mari, on a eu à passer des temps durs. Il y a eu de hauts et de bas. Et dernièrement, je me rappelle, il y a quelques mois en arrière, j'ai même dit à mon mari, chérie, je veux vraiment qu'il y ait un changement sur tel autre point. J'ai dit à mon mari, je mérite que tu me comprennes et que moi aussi à mon tour, je puisse te comprendre. Il y a des choses où pour moi, j'ai du mal à te rejoindre, j'ai du mal à faire un effort. Je fais un effort, mais ça ne vient pas du coup. Ça prend du temps. Et il y a des choses aussi en toi qui prennent du temps pour s'améliorer. Mais je mérite maintenant 27 ans, à ce moment-là, on n'avait pas encore atteint nos 27 ans de mariage. Et je lui ai dit, chérie, je mérite qu'on vieillisse vraiment amis. On est déjà amis, mais qu'on le soit encore davantage. Il faut, quand je regarde mon mari, je sais à quoi il pense, je sais ce qu'il veut, je sais ce qu'il désire. Alors, je lui ai dit, je mérite vraiment qu'on fasse un effort. C'est vrai, chérie, peut-être que tu me fais toujours la remarque sur telle chose. J'ai du mal. Je fais un effort et puis je retombe.
je fais un effort, je retombe. Je mérite que tu m'aides maintenant. Aide-moi à faire encore des efforts chaque fois et comment dire, à atteindre la femme que tu veux que je puisse être. Et vice versa. J'ai parlé avec mon mari. C'était vraiment sincèrement parce que j'en avais marre. J'avais marre de remarques, j'en avais marre de voir mon mari toujours triste parce que je n'ai pas fait ce qu'il a demandé de faire. J'ai dit, chérie, tu sais, je fais vraiment un effort, Dieu me voit, je prie pour ça. Je demande à Dieu, aide-moi. Je mérite tellement faire plaisir à mon mari. Je mérite quand ils l'ont dans cette maison, qu'il se sente comme un poisson dans l'eau. Il est heureux, il est content, il est fier de moi. Alors, j'ai fait un effort. Mais chérie, quand je n'arrive pas, je suis fatiguée de t'entendre me faire des remarques, me gronder. C'est que je veux, aide-moi. Et des fois, par oubli ou par négligence, je n'ai pas acheté les fruits, je n'ai pas parlé à la dame qui m'aide à la cuisine. Alors, il s'énervait. Mais chérie, ça fait au moins 4-5 jours, il n'y a pas de fruits, pas d'orange, pas de mandarine, rien. Alors, chaque fois, à un moment, tu deviens même, comme on dit, un peu stressé. Tu commences à avoir une peur. Non, mais je dis, maman Rebecca, il n'y a pas de fruits. Hey, il va encore parler aujourd'hui. Vite, maman Rebecca, qui m'embarque le soir, maman orange. Tu vois, je sens que ça commence à devenir un peu trop. Alors, je veux que mon mari m'aide. Comment? Il se réveille le matin, chérie, vérifie s'il y a de fruits. S'il n'y en a pas, demande à maman Rebecca d'aller acheter. Tu vois, c'est une façon de m'aider. C'est pas lui qui va l'acheter, c'est pas lui qui va découper, le mettre dans le frigo. Mais au moins, il m'a rappelé. Je préfère ça que, mais chérie, il n'y a toujours pas de fruits. Ça mérite. Il a 55 ans. J'aurai 50 ans au mois de décembre. J'aimerais lui éviter ça. De chaque fois, parler sur des choses où il peut le dire aisément. Le matin, quand tu sors, quand il reviendra, il prendra le fruit parce qu'il m'a rappelé. Vous voyez? C'est peut-être un exemple, mais c'est dans plusieurs cas. L'importance aussi je vais insister sur ça, de trouver un temps de détente avec sa femme. Mon épouse a parlé de cela. Trouver un temps de détente avec votre femme. Vraiment détendu. Quelquefois vous sortez, vous marchez ensemble. Quelquefois vous sortez, vous allez à un endroit, vous êtes à deux. Ce temps-là, ça vient faire un très grand travail entre vous deux. C'est très, très important. Mais aussi, c'est comme elle l'a dit, savoir aider son épouse à réaliser ce que tu veux qu'elle fasse pour que tu te retrouves dedans. Ça, c'est important. Et je voulais aussi ajouter aussi, ça c'est vraiment, je voulais parler particulièrement aux hommes. Les hommes, nous savons que vous travaillez beaucoup. C'est vrai que c'est vous qui allez chercher l'argent, c'est vous. Mais essayez de quitter un peu ces cadres-là du travail et être rien que de temps plus avec sa femme, mais aussi avec la famille. Parce que c'est souvent vous, les hommes, qui nous empêchez d'avoir ces temps de détente. C'est toujours la même chose. Je suis fatiguée, j'ai beaucoup à faire. Or, il faut que je reprenne le travail encore lundi. Mais quand est-ce qu'on aura le temps? Nous avançons en âge. Nous régressons pas. Nous avançons en âge. Vraiment, nous avançons en âge. C'est très important. Ce que nous pouvons faire maintenant, faisons-le. Parce que demain, ça risque d'être peut-être trop tard. Tu seras encore bourré de travail. Parce que je ne pense pas qu'un jour, tu seras sans travail. Alors, il faut te faire violence. Savoir des fois dire, bon, j'arrête tout, chérie. Le télétravail. J'arrête tout, je prends ma femme, allez chérie, on part. Il y a des endroits où vous pouvez rester tout un week-end. Bon, les autres vont me dire les cultes, oui, c'est pas chaque week-end. Mais il y a un week-end, tu peux t'absenter au premier, au deuxième et ne venir qu'au troisième culte. Vous sortez un vendredi. Vous allez quelque part, vous restez le week-end. Dimanche, vous revenez avant midi et vous venez au troisième culte. C'est possible, ou bien au quatrième culte. Donc, c'est possible. Les hommes,
Des fois, vous avez le temps pour être avec vos amis. Vous avez le temps pour être avec vos familles d'où vous venez. Mais vous n'avez jamais le temps d'être avec vos épouses et être avec votre famille. Créez ces temps-là. C'est important. Et vous allez remarquer, si vous les faites fréquemment, régulièrement, ça va amener un plus dans votre couple. Amen. Amen, amen, amen. Superment. Est-ce que, à part à des occasions spéciales comme anniversaire, il vous arrive de vous faire des cadeaux? Il vous arrive de vous faire des cadeaux, vous deux? Oui, oui. Ça nous arrive de faire des cadeaux C'est aussi à un conseil que l'occasion. vous nous donnerez? Oui, à l'occasion de rien, oui. C'est encore, comme on dit, ça pimente encore votre relation, ça pimente votre couple, ça mène un plus à l'occasion de rien. À l'occasion de rien. Il m'arrive des fois, je vais prêcher quelque part, on me donne quelque chose, je prends tout cet argent, évidemment, en enlevant la dîme. Je dis, chérie, ça c'est pour toi. Fais ce que tu veux avec cet argent. Achète-toi ce que tu veux et je lui remets l'enveloppe. Alléluia. Alors que c'est moi qui suis allé faire le travail, mais c'est à lui que je donne, qu'il bénéficie de ça. Je fais un voyage, je reviens, je lui amène toujours, j'amène un petit cadeau pour mon mari. Je lui offre. Ce n'est pas son anniversaire, ce n'est pas l'anniversaire de notre mariage, il n'y a rien, ce n'est pas les 60 ans de l'indépendance, non. Mais j'aimerais faire du bien à mon mari et je lui offre quelque chose à l'occasion de rien. Mais attention, il va avoir 50 ans. Donc là, ce ne sera pas l'occasion de rien qu'Ali a entendu. Et vous allez m'aider à fêter cette femme, n'est-ce pas? Pour ses 50 ans. Ok. Que Dieu vous bénisse. Merci. En tout cas, l'expérience pastorale nous a été bénéfique. Les astuces, on les a, n'est-ce pas? Et je suis sûr qu'en sortant d'ici, beaucoup de nous, couples, nous allons sortir avec de nouvelles idées, avec la volonté de mieux faire. Et je veux rappeler ce que le pasteur nous a dit lors de la formation des couples ambassadeurs. Il est aussi important parce que les amis, tout ce qui est dit là est dit dans le cadre des couples chrétiens. Des couples où l'homme et la femme ont donné sa vie à Jésus. Parce que si l'homme et la femme, chacun de son côté, n'entretient pas une bonne relation avec son Dieu, ça, beaucoup de ce qui est dit ici, c'est difficile de le faire. C'est difficile. Je l'ai dit parce que mon épouse et moi, dernièrement, on a été aider l'un de nos couples fidèles. Mais les amis, nous avons commencé à parler. Après, finalement, je leur ai dit, on a l'impression de parler aux gens qui ne connaissent même pas le Seigneur. Et ça, c'est très difficile de pouvoir réconcilier un couple comme ça, où vous sentez que l'homme et la femme, aucune personne n'a la crainte de Dieu. Et ça, c'est très, très difficile. Nous devons marcher dans la crainte du Seigneur et savoir que nous sommes là pour faire du bien à l'autre. Nous nous faisons du bien l'un et l'autre. Tout ce qui est dit là, nous sommes d'abord enfants de Dieu. Amen. Nous sommes d'abord enfants de Dieu. Nous marchons dans la crainte de Dieu. Et c'est comme ça que nous allons prendre la décision de pouvoir dialoguer pour mieux faire, prendre la décision d'un nouvel élan dans notre couple. Et ça, c'est très important de le rappeler. Donc, papa et maman, vraiment, merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, oui, allons-y. Applaudissons. C'est tout ce que vous avez vraiment comme applaudissement. Acclamons le Seigneur, nous avons été vraiment bénis. Je pense que papa et maman nous ont ouvert leur cœur et nous avons vraiment acquis un bagage. Je pense que nous allons avoir un nouveau départ dans nos couples. Amen. Et nous sommes vraiment, vraiment bénis. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Merci papa et maman. Nous sommes comblés. Gloire au Seigneur, merci. J'aimerais dire au couple, donc, cette rencontre, Dieu nous place dans l'église, c'est aussi pour un but. Il y a des nourritures qui sont générales, mais il y a des nourritures qui sont spécifiques, comme c'est le cas dans ces programmes. Ne restez pas en train de mourir avec votre maladie. Si on a établi un pasteur avec son épouse sur une église, c'est aussi pour aider les gens. Donc ne soyez pas des gens qui... Vous êtes en train de mourir avec votre maladie et vous ne savez pas aller voir les médecins.
Vous ne voyez pas le médecin. Et même d'autres, quelquefois, ils vont voir le médecin, ils disent des choses à demi-mot. Donc, le médecin ne sera pas vous aider. Soyez des personnes qui vivez votre église. Moi, je préfère que s'il y a problème, que vous le terminiez entre vous deux. Mais vous avez aussi des parrains. Même avant d'atteindre le pasteur, vous avez des parrains. Quand vous trouvez vraiment que ça ne peut pas, vous avez essayé, vous pouvez parler avec des parrains. Mais vous pouvez aussi voir les pasteurs. Mais l'idéal, c'est que les problèmes se terminent entre vous deux. Et soyez matures pour terminer vos problèmes entre vous deux et que vous puissiez avancer ensemble. Que Dieu vous bénisse.